Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette nouvelle session d'information sur Guéry TV Monde. Les titres. Ouverture ce jour à Cotonou des réunions annuelles du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre, ainsi que du groupe régional de sécurité de l'aviation Région Afrique-Océan Indien. Les détails sont à suivre dans ce journal. Dans l'actualité politique, les témoins d'Olivier Bocco ne se lassent point de susciter la candidature de l'homme d'affaires pour les présidentielles de 2026. Ce samedi 4 novembre 2023, ils ont lancé l'appel de confiance depuis le département de l'Atlantique. Détail à suivre. Et puis en Guinée, plus de 60 militaires et agents pénitentiaires ont été licenciés suite à l'évasion de l'ex-dictateur Dadis Camara. Précision à suivre également dans la page inter. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Cotonou accueille depuis ce lundi matin les travaux des réunions annuelles du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre, ainsi que du groupe régional de sécurité de l'aviation Région Afrique-Océan Indien, un événement d'envergure internationale qui rassemble à Cotonou des centaines d'experts de l'aviation civile. Les travaux ont été lancés ce jour par le ministre des Transports, du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tolonto. Les images. Plus de 300 délégués de toutes les spécialités de l'aviation civile participent à la 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre APIRG, ainsi qu'à la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région Afrique-Océan Indien, RASC-AFI. Un double événement de l'Organisation de l'aviation civile internationale organisé à Cotonou sous l'égide de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Il y a dans notre procédure de travail ce que nous appelons des notes de travail. Et donc nous en avons des centaines que nous allons étudier, que chaque État va étudier, faire des propositions pour qu'à la fin de cette séance, nous puissions sortir un plan d'action clair que nous allons soumettre à l'Organisation de l'aviation civile internationale qui sera validée au plan international. La réunion APIRG examinera à travers son cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la navigation aérienne dans la région, les résultats des activités de ces organes contributeurs, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan régional de navigation aérienne et d'autres initiatives régionales. Le but de la deuxième réunion, notamment la RASC-AFI, a été rappelé par le président du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région Afrique-Océan Indien. Nous devons être efficaces et traiter minutieusement tous les sujets à l'ordre du jour concernant les écarts de sécurité et de la navigation aérienne qui seront identifiés. Il y a lieu de rechercher des stratégies pour inverser les tendances négatives, formuler des actions futures et atteindre les objectifs communs définis pour la région Afrique. À cette occasion, le ministre béninois en charge des transports, du cadre de vie et du développement durable a dit ce qu'il attend de ces deux réunions avant de procéder à l'ouverture officielle des travaux. Durant ces jours, vous aurez à faire le point de l'atteinte des objectifs qui sont assignés à cette réunion, indicateurs de la navigation aérienne, y compris les priorités fixées dans le plan régional de navigation aérienne, mais aussi la mise en œuvre rigoureuse des différents plans d'action que vous vous êtes donnés. L'organisation de ces deux réunions à Cotonou représente une occasion unique pour le Bénin de bénéficier sur place de l'expertise continentale en matière d'aviation civile. Les travaux lancés ce lundi prennent fin le 10 novembre 2023. Actualité politique à présent. Au cours de la cérémonie d'installation du directoire départemental de l'Atlantique et des coordinateurs communaux du dit département, les membres du mouvement Les Témoins d'Olivier Bocco ont officiellement lancé samedi 4 novembre 2023 l'appel de confiance depuis le département de l'Atlantique. L'objectif est de susciter la candidature de leur leader Olivier Bocco pour la présidentielle de 2026. On fait le point avec Latifat Kowenou et Alphonse Boton. Grand rassemblement des témoins d'Olivier Bocco sur le terrain du CEG Zoka à
Abomey-Calavi. Ils se sont de nouveau retrouvés ce 4 novembre 2023 pour exprimer leur intention aux leaders de leur mouvement. Ce 4e appel à la candidature d'Olivier Bokor, dénommé appel de confiance, représente la foi que les témoins des 8 communes de l'Atlantique mettent en l'ami fidèle du chef de l'État afin qu'il assure la continuité de ses œuvres qui propulsent le Bénin. Il s'agit d'un appel de confiance, une confiance à double sens. Devoir continuer cet esprit de développement et d'exhorter Olivier Bokor à accepter cet appel de confiance. Le lancement de l'appel de confiance, couplé de l'installation officielle des membres du bureau départemental de l'Atlantique, consolide les bases du mouvement avec l'adhésion massive des fils et filles de l'Atlantique. Il est utile d'œuvrer pour la continuité afin de booster le développement du Bénin plutôt que de prendre le risque d'un éternel recommencement. Aussi, nous avons volontairement décidé de porter notre choix sur notre compatriote Olivier Bokor. C'est donc ensemble que les témoins d'Olivier Bokor, du Nord, du Centre et du Sud, ont lancé l'appel de confiance à Olivier Bokor pour l'inciter à être candidat pour la présidentielle de 2026. Je voudrais lui dire que ces témoins sont venus dans l'Atlantique, qu'ils ont été au contact de la population de l'Atlantique, qu'ils ont rencontré les Djaka d'Oganou d'Abomey-Calavi, qu'ils ont rencontré les Aïzo d'Alada, de Webo, de Toribo, Sito, de Tofor et de Zé, qu'ils ont rencontré les Tofins de Souaba, qu'ils ont rencontré les Huida de Pomassé et de Ouida. Oui, ils ont rencontré les fonds de toutes les 8 communes. Ils ont aussi rencontré les autres techniques de ces communes-là. Tout cela me charge de lui dire qu'il a leur confiance. Il me charge de le rassurer qu'ils sont outillés, prêts pour le combat. Il me charge de lui dire que la victoire est déjà nôtre, car la certitude de vaincre est le commencement de la victoire. Le secrétaire exécutif national et les membres du mouvement, les témoins d'Olivier Bokor, sont entièrement engagés à militer pour qu'enfin Olivier Bokor accepte d'être candidat pour poursuivre les actions du chef de l'État, Patrice Talon, en 2026. De la commune d'Abomey-Calavi, on se rend à la municipalité de Porto-Novo à présent dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Porto-Novo et celle de Lyon. Les agents de la direction des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Porto-Novo et autres acteurs du domaine ont démarré ce lundi 6 novembre 2023 une formation théorique et pratique sur les techniques d'élagage des arbres. Cette formation dirigée par une mission venue de Lyon a été lancée par le premier adjoint au maire. Le point avec Latifat Kawenou, Alphonse Bouton. Le 6 novembre 2023, une formation sur les techniques d'élagage des arbres a été lancée à Porto-Novo par une mission de Lyon en France dans le cadre de la coopération décentralisée. Cette formation est destinée aux agents de la direction des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Porto-Novo ainsi qu'à d'autres acteurs concernés de la ville. Le lancement a été effectué par le premier adjoint au maire, Rachadou Toukourou. Au niveau de la ville de Porto-Novo, il y a plusieurs arbres qui longent les artères de la ville. Et ces arbres méritent d'être entretenus. À des moments donnés, les branches des arbres sont débordantes et là, il faut nécessairement les arranger. C'est en cela que nous devons aller vers l'élagage. Ça permet quand même de donner plus de stabilité à un arbre. Ça permet d'éviter des accidents. Avant le début de cette formation, les participants ont reçu un kit d'élagage. Pendant 4 jours, les agents des affaires domaniales et environnementales seront formés pour perfectionner leurs compétences en élagage, garantissant ainsi la sécurité des citoyens de la capitale. Ce que nous aurons enseigné porte essentiellement sur la question de sécurité. Donc on est venu avec du matériel de sécurité, cordes, harnais et autres, pour éviter que le professionnel qui agit sur l'arbre puisse agir dans des bonnes conditions, à des conditions sécurisées. Et puis ensuite, ce sont des techniques d'élagage des arbres
puisque parfois il faut savoir retenir la tronçonneuse et ne pas trop débiter le bois, et pour éviter que cet arbre soit ensuite détérioré et voire abattu. Cette opportunité de formation découle d'une coopération établie entre la mairie de Porto Novo, dirigée par le maire Chalma Nyankoti, et la ville de Lyon. La directrice des affaires domaniales s'est également exprimée sur cette collaboration. Oui, bien sûr, le besoin s'est fait sentir. Les partenaires ont vraiment honoré et nous ont fait cette grâce. Désormais, nous allons travailler de façon professionnelle en matière d'élagage. Le programme de formation sur les techniques d'élagage des arbres revêt une importance particulière pour la préservation de l'environnement et la sécurité des citoyens. Cette initiative témoigne de l'engagement de la mairie de Porto Novo à renforcer ses ressources humaines dans le domaine de l'entretien des espaces verts. La page inter, à présent, je l'annonçais en titre, plus de 60 militaires et agents pénitentiaires ont été licenciés après l'évasion du colonel Dadis Camara impliqué dans le massacre du septembre 2009. Les actualités du Soudan et du Kenya sont également au cœur de cette page inter. Suivez. En Guinée-Conakry, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a déclaré avoir licencié 60 militaires et agents pénitentiaires pour manquement à l'emploi et mauvaise conduite suite à l'opération Commando au cours de laquelle des hommes lourdement armés ont fait provisoirement sortir de prison l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara. Dadis Camara a pris la fuite avec 3 co-détenus, tous actuellement jugés pour le massacre commis en 2009 sous sa présidence. 3 des fugitifs, dont le capitaine Dadis Camara, ont été arrêtés le même jour. Un 4e homme, Claude Pivi, qui figure également parmi les principaux accusés du procès, est toujours en fuite. Pour rappel, Moussa Dadis Camara et 10 responsables militaires et gouvernementaux répondent depuis septembre 2022 devant un tribunal d'une litanie de meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants par les forces de sécurité dans un stade de la banlieue de Conakry où s'étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition. Faut-il le souligner, au moins 156 personnes ont été tuées, des centaines de blessés et au moins 109 femmes violées selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU. Plus de 20 civils ont été tués au Soudan ce dimanche 5 novembre 2023 lorsque des obus sont tombés sur un marché d'Ondouman, une banlieue proche de Khartoum, la capitale du Soudan, déchirée par la guerre entre généraux rivaux depuis avril, a indiqué une organisation non gouvernementale. Selon un communiqué du comité des avocats pro-démocratie qui documente les pertes civiles et les violations des droits de l'homme dans le conflit, lors d'intenses échanges de tirs entre les belligérants, des obus sont tombés sur un marché à Ondouman. Plus de 20 civils ont été tués et d'autres blessés, indique le communiqué parvenu à l'AFP. La veille, au moins 15 civils avaient été tués par des obus tombant sur leur maison à Khartoum, a indiqué une source médicale. Lancée le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires, forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo, a fait plus de 9000 morts selon une organisation non gouvernementale. Elle a également provoqué le déplacement de plus de 6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures du pays. Incapable d'obtenir un avantage décisif depuis le début de cette guerre, les deux camps se piétinent, mais aucun des deux n'entend faire de concessions à la table des négociations. Les pourparlers entre les belligérants ont eu
eu lieu dans la ville saoudienne de Jeddah. Il visait à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, établir des cessez-le-feu et d'autres mesures de confiance et progresser également vers une cessation permanente des hostilités selon Riyad. Il faut souligner que les tentatives de médiation précédentes n'ont abouti qu'à de brèves trêves qui ont toutes été systématiquement violées. Les généraux Bourhan et Daglo avaient plutôt opté pour une guerre d'usure dans l'espoir d'obtenir de plus grandes concessions à la table des négociations, selon des experts. Au Kenya, au moins 15 personnes sont décédées dans des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui ont frappé l'Afrique de l'Est, coupant des routes, emportant des dizaines de maisons et tuant du bétail, a annoncé lundi la Croix-Rouge kenyane. Jusqu'à ce dimanche 5 novembre 2023, 15 264 ménages ont été touchés avec 15 victimes signalées et au moins 1067 morts de bétail, a écrit la Croix-Rouge kenyane sur Twitter. Ces inondations ont fait une vingtaine de morts et 12 000 déplacés dans la région somalienne de l'Est de l'Éthiopie, a annoncé samedi le gouvernement local. En Somalie voisine, 14 personnes sont mortes et près de 114 000 ont été déplacées depuis le début de la saison des pluies selon l'agence humanitaire de l'ONU. De retour au Kenya, les fortes pluies ont particulièrement touché le nord et plus précisément la zone d'Arid. Des images diffusées par les médias locaux montraient des torrents d'eau traversant les villages, obligeant les habitants à fuir vers les routes. Une autre vidéo montre également un hélicoptère civil sauvant les passagers du toit d'un camion pris dans les eaux de crue dans le comté de Samburu, à environ 300 km au nord de la capitale Nairobi. Par ailleurs, les services météorologiques du Kenya ont prévenu la semaine dernière que les fortes pluies seraient probablement accompagnées de rafales de vent qui pourraient arracher les toits, déraciner les arbres et causer des dégâts structurels. Ouvrons maintenant la page des sports. Toute l'actualité sportive de ce journal et de ce jour est à suivre avec Latifat Koweno. Regardez. Ce samedi 4 novembre 2023, la liste des guépards retenus pour les 2 premières journées des qualificatifs Zone Afrique de la Coupe du Monde 2026 a été dévoilée par le sélectionneur national Gernot Rohr. Le Bénin va disputer ses 2 premiers matchs à l'extérieur face à l'Afrique du Sud le 18 novembre et le Lesotho le 21 novembre prochain. Selon la liste dévoilée, Sartuné Alagbe, Marcel Dandinon, Serge Obassa sont les gardiens des 2 rencontres. Au niveau de la défense, Cédric Huntonji, Rodrigue Fassinou, David Kiki, Rachid Moumini, Taminou Ouourou, Johan Rock, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani et Olivier Verdon sont retenus. Le milieu sera assuré par Matteo Arlenvi, Cécile Dalmeda, Dodo Doku, Imouran Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaitan, Sebio Soukou, Prince Ricardo Dossou. Les attaquants de ces 2 premières journées sont Jodel Dossou, Charbel Gomez, Andreas Huntonji, Steve Mounier et Steve Warren Traoré. Ils représenteront donc le Bénin lors des premières journées des qualificatifs Zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Autre actualité sportive, nous parlons à présent de la Ligue Pro. Le format actuel du championnat de football sera revu. L'information a été rendue publique par le ministre des Sports, Benoît Dato, depuis le Centre d'excellence de football de Ndali, le vendredi 3 novembre 2023. Il a été décidé avec le président et le comité exécutif de la Fédération béninoise de football de mettre en place un creuset qui va apprécier tous les pans de la discipline, de voir les actions correctives
à implémenter pour atteindre les objectifs de demain. Ce qui est en vue, c'est que le format actuel du championnat sera analysé. Nous envisageons effectivement de passer à une Ligue 1 et une Ligue 2 pour promouvoir davantage la compétitivité, attirer les sponsors et explorer tout le modèle économique autour du football en général, a annoncé le patron des sports béninois. Autre discipline à présent, la 9e édition de l'Open international de karaté Zeneb Saleh a été un véritable succès pour le Bénin qui a terminé la compétition avec un total impressionnant de 13 médailles. Les athlètes béninois ont livré des performances remarquables lors de cet événement, décrochant plusieurs récompenses. L'équipe béninoise a montré une performance exceptionnelle tout au long de l'événement, remportant 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Ces résultats témoignent du talent et de la détermination des karatékas béninois qui ont su se démarquer parmi les compétiteurs internationaux. Ces victoires sont le fruit d'un travail acharné et d'un dévouement sans faille à l'entraînement. Elles mettent en lumière le potentiel du Bénin dans le domaine du karaté et soulignent l'importance de continuer à investir dans le développement de ce sport dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.